Bien, chers toutes et tous, merci de cette très gentille invitation. Alors, normalement, dans les légendes, il y a un petit peu d'affabulation, mais ici, je crois que tout est vrai. Et je parlais avec Samuel, et quand j'étais interne et de garde, j'avais dans la poche le petit livre de Regnault, parce qu'il n'y avait pas grand-chose sur les pieds, et c'est vrai que ce petit livre était très rassurant, parce qu'il nous sortait d'affaires pratiquement tout le temps. Alors, on va, si ça veut bien s'ouvrir. Alors voilà, c'était quoi mettre aux oubliettes, que garder et que prévoir. Alors quand Sapiens Sapiens coopère avec ses semblables, il devient beaucoup plus efficace. Et j'en profite pour remercier Samuel Barouk d'avoir initié en 1992 le groupe Pied Innovation, et nous avons travaillé pendant presque 2 décennies à la chirurgie du pied avec d'excellents souvenirs tout le temps. Je vous ai mis la marche parce que la marche a toujours été refusée comme conférence d'enseignement à la FCP aux sessions de novembre, et pourtant elle est quand même fondamentale à connaître quand on fait la chirurgie du pied. Alors, répondre à ces questions, c'est très difficile, mais peut-être que quelques guides vont nous permettre d'y voir un peu plus clair. Tout d'abord, en biomécanique, ne jamais oublier de recentrer, aligner et surtout stabiliser. X le disait il y a 50 ans. Ensuite, avoir aussi en tête la fiabilité de nos techniques, leur efficacité et le bien commun. Et bien sûr, le premier service rendu pour les patients, c'est de leur éviter les complications. Alors, vous connaissez tous, bien entendu, ces notions. Simplement, après quelques décennies de pratique, j'ai trouvé que la définition de la chirurgie, c'est un jeu qui est enthousiasmant et extrêmement sérieux. Donc il ne devrait pas y avoir d'indication chirurgicale sans compréhension des mécanismes. Et aujourd'hui, on sait très bien que chaque patient présente une biomécanique individuelle, et la biomécanique que nous avons apprise est une biomécanique générique. Donc là, s'ouvre encore un monde qu'il va falloir explorer. Alors quoi mettre aux oubliettes ? Alors bien sûr, en biomécanique, l'appui tripode, l'arche antérieure d'appui, mais surtout, il faut mise en garde sur les modélisations simplistes comme les charnières, le cardan, la rotule, qui, pour les conceptions des prothèses, ont pu mener à des erreurs souvent délétères pour les patients. Bon, avec l'avènement du percutané et du mini-open, bien sûr, les grandes incisions et les dissections sauvages ne se voient plus. Il faut s'efforcer de garder toujours la continuité du tissu conjonctif. Et en termes de dogmes et croyances, peut-être revisiter l'ancêtre commun darwinien. Le pied est tellement complexe et la marche bipède sont le propre de l'homme. Il y a aussi cet adage, la nature est bonne mère et corrige les approximations. C'est pas sûr du tout. Et que garder ? Alors l'exhaustivité est impossible à faire. Je vous laisse peut-être lire un petit peu, mais pour moi, le message à donner, c'est pas de chirurgie préventive et pas de chirurgie encore à but esthétique. Alors, la nature est bonne mère, pas toujours. Alors, l'avant-pied m'a occupé pendant quelques années, et effectivement, nous avions fait une analyse des morphotypes de l'avant-pied, et nous avons constaté que 88% des hallux valgus sévères étaient dans des morphotypes d'hypoplasie 4-5. Donc même si vous faites du percutané, planifiez, ça coûte rien et ça peut rapporter gros pour le patient. En effet, le chirurgien joue un peu sa peau avec la peau du patient. Faut toujours avoir ça en tête aussi. Alors ce que l'on aurait pu garder, ce sont peut-être le titane pur T40, qui est simple, efficace, discret, ostéo-intégrable. Mais ces agrafes ne sont plus disponibles, peut-être parce qu'elles étaient trop rustiques, que les radios n'étaient pas trop belles, et peut-être pas assez chères, mon fils. Mais avec Augoyard, en 97, sur une étude de plus de 300 arthrodèses M1P1, nous avions 99% de fusion osseuse, ce qui n'était pas le cas avec les autres matériels. Et puis, ces agrafes en T40, dans leur diamètre de 5, sont très utiles lorsque l'os est de mauvaise qualité et que la tenue de vis est piètre.
Et par exemple ici, dans une arthrodèse talocrurale, vous voyez, elle a parfaitement fusionné. Et au passage, j'en profite pour remercier Gauthier qui, en 87, m'avait appris l'accourcissement de la fibula dans les arthrodèses talocrurales. Et celle-ci a quand même mis presque 20 ans pour s'imposer maintenant dans les techniques de tous les jours. Merci aussi à Gauthier pour les implants en silicone qui ont rendu de grands services au temps des polyarthrites rhumatoïdes lorsque les biothérapies n'existaient pas encore. Elles ne sont plus disponibles tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de poses, mais ont rendu de grands services car le réalignement, la résection en réalignement, qui était le gold standard, était toujours cher payé au moins 10 ans après par les patients. Et alors bien sûr, la palme, c'est le pyrocarbone. Nous avons actuellement 15 ans de recul sur ces implants en pyrocarbone. Vous voyez ici l'exemple d'une jeune femme qui en est à sa 4e chirurgie parce qu'elle a toujours refusé l'arthrodèse de sauvetage. Et elle est là avec 11 ans de recul. Maintenant, elle en a 15 de recul et elle va toujours bien. En effet, le pyrocarbone est un implant qui n'abîme pas l'os, qui ne génère pas de lyse osseuse comme tous les autres matériaux. Et là, on peut remercier Stryker qui a supprimé cet implant, j'espère momentanément, parce qu'il n'a simplement pas voulu refaire le marquage CE. Les Américains s'étaient aussi intéressés à cet implant, mais pour les US, il fallait un ancillaire et nous avons opté simplement pour la sphère qui ne demande pas d'ancillaire et qui finalement a été efficace au bout du compte. Alors que prévoir ? Einstein a dit « imaginer est plus important que la connaissance ». Oui, mais à condition de penser très fort et d'observer beaucoup. Alors j'aimerais peut-être simplement donner des pistes qui me semblent essentielles aujourd'hui si l'on veut continuer à s'amuser sérieusement et à progresser. C'est l'étude de la biotenségrité, l'étude de la chaîne cinématique des membres inférieurs, Pisani en parlait déjà en 89, l'étude des morphotypes fibreux qui n'a jamais été faite, l'étude des processus cicatriciels et des membranes induites, le développement de la prothèse totale de cheville en pyrocarbone, on passe, et peut-être, on parlait tout à l'heure des ostéotomies du calcanéus, explorer l'ostéotomie de Pandé, qui permet de corriger aussi bien les pieds creux que les pieds plats. C'est une ostéotomie en T du calcanéus qui donc est à explorer. Et là, je pense que vous aurez de la satisfaction. Et bien sûr, je remercie aussi François Bonnel qui nous a incité à étudier la troisième dimension. Et bien sûr, on attend toujours la fraise 6 axes qui sera très utile dans la chirurgie articulaire de l'arrière-pied, du médio-pied et peut-être des ostéotomies complexes. Enfin, je voudrais souligner aussi la chirurgie à l'aiguille. Ça coûte beaucoup moins cher qu'une lame de beaver. Philippe de Normandie l'utilisait depuis déjà longtemps avec sa chirurgie de neuroorthopédie. Et nous l'avons utilisé dans la résection partielle de l'aponévrose, enfin dans l'aponévrotomie plantaire partielle, dans les ostéotomies, dans les ténotomies distales et dans les arthrolyses MTP dorsales. C'est très facile et ça coupe très bien. Voilà, c'est la fameuse aiguille rose. Après, au passage, si vous avez un pied plat extrêmement déformé, eh bien la résection de la tête talienne qui permet bien de décomprimer les parties molles en médial, et cette tête servira de greffon dans le sinus du tarse et sera tout à fait utile dans la correction par arthrodèse de ce type de pied. Et toujours pour rester dans le pied plat et dans la biotenségrité, il faut peut-être inventer aussi ou améliorer certaines techniques. En effet, dans le pied plat valgus secondaire à abduction prédominante, la solution pour restaurer l'effondrement de la voûte transversale n'a toujours pas été trouvée ni publiée. Donc, penser tenségrité, c'est décaler un petit peu sa pensée. Pour certains, ce sera évident, mais construire 4 triangles avec 6 allumettes, il suffit de passer en 3D. Et quand on passe dans le 3D et qu'on commence à découper les os et à s'intéresser au bounding box, on voit que il y a des vis de torsion osseuse au niveau des os. C'est bien connu au niveau du fémur, mais il y en a partout au niveau des os du pied et en particulier au niveau du premier rayon. Et vous voyez ici que si vous avez une tête en pronation, dans la dynamique qu'il faut toujours avoir à l'esprit, cette tête en pronation du premier métatarsien
dans le mouvement de la marche et dans le tout-off, va entraîner une distension du ligament collatéral médial. Et si vous ne corrigez pas cette pronation, vous avez là un facteur de récidive qui devient évident et qui s'explique tout à fait par la biomécanique individuelle et la biotenségrité. En effet, l'avant-pied est un exemple parfait de biotenségrité, et c'est Stansby qui avait décrit le tie bar system en 1997. Et rappelez-vous, au début du percutané, j'avais été voir Mariano à Murcia, et il avait de très belles radios. Pourquoi? Parce qu'il faisait la ténotomie des tendons extenseurs, des tendons fléchisseurs, et il faisait ses ostéotomies dans le tiers moyen des métatarsiens qui restaient alignés. Mais lorsque le percutané est venu, nous n'avions pas en France la pratique systématique de la section des tendons que nous respections, et à ce moment-là, quand on faisait les ostéotomies percutanées dans le tiers moyen du métatarse, on avait quand même des radios en carambolage qui étaient assez spectaculaires. Mais tout ça a évolué et c'est très bien aujourd'hui. Alors nous avons montré aussi, en nous intéressant à la tenségrité, que les avant-pieds dégénératifs sont en fait des avant-pieds qui sont laxes transversalement, et lorsque les parties molles, et en particulier les ligaments, deviennent laxes, vous avez une perte de la fonctionnalité, une perte de la réactivité, et lorsque vous faites une chirurgie, vous ne faites, par le processus cicatriciel, s'il est bien guidé, que resserrer vos parties molles, et vous avez une récupération de la fonctionnalité avec un réalignement qui perdure dans le temps. Alors, on va pas tarder à finir. Sam est là, il va reconnaître. J'avais fixé un jour un scarf parce que j'avais pas de vis à double filetage, et je m'étais aperçu qu'il y avait une ascension de la vis. Donc ça veut dire que lorsque le patient marche, l'os travaille, et il y a toujours un réglage automatique entre guillemets qui peut se faire. Et donc le scarf a évolué chez nous pendant plus de 25 ans. D'abord avec 2 vis, puis avec une vis, puis sans vis, et puis ensuite devant des patients de plus en plus non compliants et avec des cas d'ostéoporose de plus en plus fréquents et des nécessités de translation de la tête importants, nous avons fait une ostéosynthèse de cette ostéotomie de scarf. Mais ce scarf a ses limites, bien entendu, il est techniquement difficile, sa courbe d'apprentissage est longue, la reproductibilité n'est pas évidente, et sa fiabilité, sa stabilité n'est pas assurée chez le patient non compliant. Donc changement radical il y a 5 ans pour une ostéotomie beaucoup plus simple, qui est l'ostéotomie subcapitale, mais qui était très instable, et que nous avons décidé avec Martin Schramm et Petros Penacchio d'ostéosynthèser avec un matériel hybride, comme vous pouvez le voir ici, et qui est positionné par voie mini-invasive. Et enfin, cela nous a conforté aussi, car il y a eu par Asil Ramin en 2023 une analyse systématique de la littérature qui a confirmé ce qui était pressenti en 2008, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de différence en matière de récupération fonctionnelle et en matière radiologique entre les chirurgies percutanées de l'avant-pied, du premier rayon j'entends, et la chirurgie mini-open, ce qui nous a conforté finalement dans notre choix depuis plusieurs années. Ici un exemple d'une tête mise complètement à côté du premier de la diaphyse du métatarsien chez une patiente spastique qui marchait avec une démarche frappante, on va dire, et vous voyez le résultat à 5 ans avec un parfait recentrage des sésamoïdes et une reconstruction du premier rayon, ce qui est avec cet implant pratiquement toujours le cas, et nous avons adopté cette méthode depuis 5 ans maintenant. Alors simplement, je finis sur une anecdote. Lisez la biotenségrité, vous allez vous régaler. L'article qu'il faut peut-être commencer à lire, c'est cet article de Turvé, The Medium of Haptic Perception, The Tensegrity Hypothesis, Turvé et Fonseca, qui date de 2014, et vous le trouvez dans le Journal of Motor Behavior. 2014, volume 48, numéro 3. Et vous avez cette belle dissection de Myers, qui montre que dans le faisceau profond des parties molles, tout os enlevé, vous avez une continuité entre les muscles de la langue et les muscles du long fléchisseur de l'hallux. Et il y a à peu près 3 semaines, j'ai vu une patiente qui avait eu une chirurgie assez sauvage du premier rayon, sans fixation, avec marche immédiate, et qui, 3 jours après, a eu des douleurs terribles dans la région pharyngée, des crampes de la langue, et qui maintenant a toujours des problèmes dans ses muscles sous-occipitaux. Vous trouverez la réponse dans l'article de Turvé. Donc, continuons à
La science fondamentale, fréquentons les congrès, lisons les revues, visitons les confrères. Sinon, 40 ans de vie professionnelle peuvent se résumer à quelques techniques tôt apprises et jamais remises en question. Changer sans cesse au gré des modes n'est pas mieux. Et puis surtout, en France, on a une petite spécialité, c'est que le traitement des complications est souvent mieux rémunéré que le traitement de la pathologie initiale. Donc ça, c'est matière à penser. Attention aux sirènes de l'industrie. Merci.